Et l'œil de l'expert, chaque mercredi en direct à cette heure-ci, un expert reconnu dans son domaine vient nous proposer ses lumières, ses réponses à des questions et des thèmes du moment. Ce soir, Thérèse Lebrun est notre experte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michel Picard. Économiste de la santé, chercheur à l'INSERM, président recteur délégué santé sociale à l'Université catholique de Lille. Alors, à 2 semaines de Noël, ça ne vous aura pas échappé, comme aux auditeurs d'ailleurs, la nuit l'emporte sur le jour, le froid s'immisce partout, l'actualité, mais n'est pas à la fête. Alors pas la peine pour autant de voir tout sombre, mais comment est-ce qu'on fait pour tenter de sortir la tête de l'eau? Sur quels éléments peut-on s'appuyer pour avancer, tout de même tenir? Mais Michel, je respecte beaucoup vos auditeurs et heureusement, et je me disais comment ne pas les décourager, mais comment ne pas leur mentir non plus. Et donc leur dire que je suis moralement en pleine forme, devant la paix du monde, et tout ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire l'envers de la paix, devant tous les drames qu'on peut voir à un tas d'endroits, le changement climatique qui est en train de bien nous secouer, etc. J'ai eu envie de formuler des vœux, pas du tout, on est à 15 jours de Noël, ceci étant, mais de formuler des vœux plutôt en forme de réflexion, voire d'action. C'est ce que j'ai choisi de faire, tel que je les ressens. Tout simplement partager avec vos auditeurs et vous-même. Et alors justement, sans tomber dans la naïveté et en même temps en regardant en face les réalités, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Alors, d'abord, on lit beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup sur le climat et les changements climatiques. C'est quelque chose qui nous intéresse bien sûr à l'université comme pour moi-même. Et j'aime bien les notions. Il y en a 3, de simplicité. On n'est pas dans un monde simple, il est complexe. Si on se répète sans arrêt qu'il est complexe, on arrête là. Et donc, comment simplifier les choses, que ça soit dans nos relations, que ça soit dans la façon dont on conduit les affaires, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas des choses qui sont techniquement complexes, mais une simplicité et une sobriété heureuse. Je reprends bien sûr Pierre Rabhi en disant cela, mais la sobriété peut être heureuse. Et dans un monde où on voit les migrants, on voit les précaires, on voit des gens qui sont en guerre, qui n'ont plus rien, comment peut-on vraiment se gaver et comment plutôt ne pas faire des choix qui soient raisonnables. Le petit cadeau qu'on échange en famille parce qu'il y a 15 personnes, on fait pas 15 cadeaux et donc voilà, on fait un tirage au sort, c'est rigolo, on peut associer tout le monde. Une sobriété heureuse. Et le mot qui me venait également, que j'offre aux auditeurs, c'est le mot authenticité. On est beaucoup dans un monde du paraître, dans un monde de l'image, il faut toujours être mieux que, etc., qui n'entraîne d'ailleurs pas toujours la sobriété heureuse que j'évoquais. L'authenticité, c'est le mot que je trouve actuellement bien adapté. Alors justement, comment est-ce que l'authenticité que vous évoquez peut répondre aux aspirations de la société qui, vous venez de le souligner, semble sacraliser à travers, par exemple, les réseaux sociaux, mais pas seulement l'apparence physique, les richesses extérieures? Alors, les jours où je suis moins en forme, je me dis comment se battre contre tout cela. En venant vers vous, je relisais, vous savez que j'aime bien les citations, Lamartine qui disait « Le réel est étroit ». C'est toujours vrai, Lamartine, c'est quand même pas hier. Le possible est immense. Je pense qu'on peut dire les deux. Mais nous sommes actuellement dans un réel étroit. Et donc, comment faire pour vraiment ne pas simplement dire « Il faut davantage partager et être solidaire ». Il faut appeler la paix, oui, on peut le faire chacun au fond de nos cœurs ou de nos prières, mais vraiment, le monde est quand même dans une grande violence, et pas seulement le monde à l'autre bout du monde ou dans les pays qui sont actuellement en guerre, plus proches de nous. Est-ce que la paix ne commence pas déjà autour de nous, ce qui n'est pas si simple tous les jours, que ça soit dans notre travail, dans notre maison, chez nos voisins, etc. Je pensais également à l'importance du rôle des peuples et des populations. On sait que, évidemment, les politiques ont un rôle à jouer. Mais les politiques, ils basculent, si vous me permettez l'expression, dans leurs décisions, dans leurs avancées, souvent lorsque, généralement, les peuples sont matures pour accepter quelque chose. Et donc, le peuple a son mot à dire. Quand je dis le peuple, c'est le peuple de différents pays, c'est le peuple de l'Europe, c'est le peuple français. Donc ça, c'est un rôle qui me semble important. Et puis, quelque chose que je ne sais pas assez faire, je l'avoue, mais c'est vraiment repérer toutes les joies quotidiennes. On a été quand même très marqués les uns les autres, je pense, qu'on soit chrétien ou non chrétien, par la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'était beau,
Et je pense que cette beauté, cette grandeur, on se dit, franchement, là, il faut le goûter. Vous ne pouvez pas passer trop vite sur cet événement. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous l'avez par exemple regardé à la télévision Alors, d'abord, ça a duré un long temps. Hein. J'avais pas repéré non plus tous les enchaînements. J'ai redécouvert mieux l'importance des rites. Alors, ça peut irriter aussi à certains moments, mais voilà, à un moment, on ritualise. Mais on le fait aussi, nous. Lorsqu'on reçoit notre famille, dans nos familles, on a des rites, dans nos régions, on a des rites. Et donc, ces moments plus rituels, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé beau aussi le mélange de la société, de tous ceux qui, de façon extraordinaire, ont refait Notre-Dame, mais également les politiques qui étaient présents. Alors on peut penser ce qu'on veut de la présence de X, Y, Z, je ne vais pas du tout me prononcer là-dessus, mais c'était quand même une société extrêmement diversifiée, avec des temps qui faisaient que la messe du dimanche matin n'était pas celle du dimanche soir, n'était pas celle de la cérémonie du samedi. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très digne. C'était un moment de paix, c'était un moment de beauté. Et je me redisais du coup en pensant à notre échange de ce soir, est-ce qu'on a encore le temps assez de voir ce qui est beau, hein? Et si vous me le permettez, dans des courriers très simples de lecteurs, eh bien certains lecteurs nous disent, bien sûr on doit agir contre le changement climatique, ça c'est un vrai choix de vie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser à nos vrais besoins, en pensant également aux besoins des autres? Je trouvais que c'était beau comme balancement. On peut ressentir un véritable épanouissement à se balader près de chez soi, en redécouvrant un sous-bois, en observant les oiseaux ou les fleurs. On est dans un monde qui va à toute vitesse. On a beau prendre le matin des résolutions ou le week-end pour la semaine. Comment est-ce qu'on peut freiner un peu cette société? Vers quoi court-elle, cette société? À un moment où on est en train de mettre notre terre en l'air quand même, et où il y a vraiment des gens très précaires pour qui un quignon de pain, je l'entendais à propos de la Syrie, devient ce qu'ils n'ont même plus, pendant que nos tables vont être remplies de toutes sortes d'éléments. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu, avoir la chance de parler un peu de ces différents éléments, y compris les uns avec les autres? En fait, ce que vous nous dites, c'est que le fait de prendre du recul, de ralentir, parfois aussi de se tourner les uns vers les autres, est bénéfique pour tout le monde et aussi pour nous. C'est tout à fait vrai. Surtout à un moment, ça me marque beaucoup, mais je pense que ça marque tout le monde, où on a quand même un monde à au moins deux vitesses. Je vais simplement prendre les très défavorisés, les plus précaires de notre monde, ceux qui sont sous les bombes, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont en train d'essayer de traverser la mer comme ils le peuvent pour sauver leur peau, hein, c'est quand même de cet ordre-là, ceux qui sont injustement emprisonnés, etc. Et en même temps, être tout à fait bien calme avec soi-même, ça c'est quelque chose de très difficile. Et ce matin, je lisais le nouveau prix Nobel de la paix 2024, donc je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Il s'appelle Terumi Tanaka, il a, tenez-vous bien, 92 ans. Et il a été un des survivants de ce qui s'est passé au Japon, et notamment de Hiroshima. Et il nous disait, le droit humain le plus fondamental finalement, c'est le droit de vivre, tout en nous rappelant simultanément qu'aujourd'hui, une guerre nucléaire détruirait notre civilisation, parce qu'il y a 12 000 ogives nucléaires sur Terre. Voilà. Et puis en même temps, il était devant les ambassadeurs en poste à Oslo. Qui étaient les ambassadeurs absents? La Russie, la Chine, Israël et l'Iran. Et je me disais, il y a du travail. Mais finalement, cet homme de 92 ans nous rappelait qu'on avait à la fois la force de détruire la Terre entre les mains et qu'en même temps, le droit le plus fondamental de vivre, c'était celui qu'il fallait défendre. Et là, vous pouvez prendre toutes sortes d'illustrations dans le droit de vivre. Le droit de vivre, qui fait finalement, si on prend aussi du recul sur ce que vous dites, finalement nos joies, qui fait partie de nos joies. Est-ce qu'on peut revenir une seconde sur vous avez dit tout à l'heure, le peuple et le politique. On est aujourd'hui, là, on est sans gouvernement, pas de Premier ministre, le chef de l'État consulte, ça inquiète beaucoup en fait. Souvent on dit mais c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Et puis quand on consulte les uns les autres, ça inquiète, ça met de l'anxiété, on se demande ce qu'il nous reste comme moyen d'être, comme moyen d'action, on se sent impuissant. Alors, pour moi qui ai beaucoup travaillé sur la décision en santé, mais la décision en général, toute décision est incertaine, hein, comme on le sait, sinon, s'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de décision, on sait ce qu'on doit faire. On était déjà en incertitude, on est encore mis davantage en incertitude. Et c'est ce qui m'a fait faire cette réflexion sur, mais les peuples sont là, ils ont aussi leur mot à dire.
je crois qu'on a encore mis le peuple davantage en incertitude. Et ça, quand on a la force de se battre, ou quand on est dans une entreprise florissante, une université qui va bien, une famille qui n'a pas trop de drame, etc., ben on peut se dire, allez, je vais remonter les manches. Quand on est déjà très fatigué, très usé, très malade, très précaire, comment fait-on? Et donc, ben, le politique pourrait penser à ce peuple qu'il met davantage en incertitude, et je crois d'ailleurs que le peuple l'a compris. Et là, que ça soit la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, tout ce qu'on veut, chacun peut en prendre pour son grade, y compris peut-être nous-mêmes d'ailleurs. Donc, le mettre davantage en incertitude, à un moment où le monde entier l'est et où la géopolitique n'est vraiment pas réjouissante, voilà, je pense que ça fait réfléchir. Le temps file, hein. À 2 semaines de Noël, j'avais aussi envie de parler de ce sondage Ipsos qui révèle que 91% des Français déclarent célébrer Noël. 91%, hein, de tout Français confondu déclarent célébrer Noël, alors qu'on dit les Français souvent déchristianisés, athées, matérialistes, de moins en moins sensibles aux symboles. Bah, tout de même, plus de 9 sur 10 qui célèbrent Noël, qui veulent en faire un moment particulier. Alors, essentiellement en famille, hein, mais ça doit nous dire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Mais quand je vois ça, j'espère ne pas vous décevoir, je me dis combien de pourcents célèbrent Halloween? Combien de pourcents ont célébré le Black Friday? Et donc, que signifie cette célébration de Noël? Alors, généralement, c'est une fête familiale. D'ailleurs, je pense pour les croyants comme pour les incroyants ou pour des personnes d'autres traditions, d'autres transcendances, etc. Hein. Chacun est tout à fait respectable dans ce domaine. Et donc, je peux espérer que c'est une fête, effectivement, qui rassemble les familles, qui fait davantage de liens, qui regarde peut-être du côté des plus précaires également. Hein, vous connaissez ce système qui consiste dans des boîtes à chaussures à mettre un peu de biscuits, des gants, etc. pour aider le plus pauvre. Je rêve toujours que chacun d'entre nous puisse faire un geste, fût-il tout petit, au moment de Noël. Je dis bien chacun d'entre nous. Je pense aussi aux familles précaires qui peut-être peuvent offrir un œuf ou 2 œufs. Hein. Mais voilà, ça mettrait un petit pot de baume. Donc c'est ça que je voudrais trouver dans les 91, et voilà, qui sont les 9% qui ne célèbrent pas, de la fête de Noël. Et bien sûr, comme chrétienne, pouvoir la célébrer aussi comme vraiment un temps d'espérance, au-delà de l'espoir. Hein. Pour moi, l'espoir, il est humain. On a tous de l'espoir. Mais l'espérance avec un grand E. C'était ma dernière question. Quelle différence vous faites, Thérèse Lebrun, entre espoir et espérance? Eh bien, par exemple, je vais être très simple, si vous le permettez. J'ai l'espoir que demain, il fera un petit peu moins gris qu'aujourd'hui, parce que vraiment, c'est lourd. J'ai l'espoir aussi que le cessez-le-feu, qui est prévu quelque part du côté du Liban, d'Israël, de Gaza, etc., se mette en place réellement. Donc, j'ai plein d'espoir. L'espérance avec un grand E, il faut aller la chercher loin, chaque jour. Et je me dis, je souhaite à chacun une vraie transcendance. Je dis bien, quel que soit leur Dieu, quelle que soit leur non-croyance ou leur transcendance ou leur philosophie. Mais je souhaite vraiment à chacun des auditeurs qu'ils puissent garder cette flamme. Je crois que c'est Charles Péguy qui parlait de la petite flamme espérance. Voilà, parce que si celle-là disparaît, bien sûr, on peut avoir les espoirs humains, comme on a les joies quotidiennes. Et je ferai la différence entre les espoirs et l'espoir humain et l'espérance, comme je l'ai fait, entre les joies quotidiennes qui sont déterminantes et la joie qu'on peut avoir au fond de soi, parce qu'on a de la chance, qu'on est en famille, qu'on va bien, qu'on est heureux de faire plaisir aux autres, puisque quand même le bonheur de l'autre peut nous en ramener aussi énormément. Eh bien, merci beaucoup, Thérèse Lebrun. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, alors avec un peu d'avance. À vous aussi, Michel. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, chercheur à l'INSERM et président recteur délégué santé sociale à l'Université catholique de Lille. Thérèse Lebrun était donc notre experte ce soir. À réécouter ou à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France ou sur la page YouTube RCF Hauts-de-France. Et puis moi, je vous dis bien à l'année prochaine. À l'année prochaine, cher Michel.